Bienvenue sur le podcast Qu'est-ce que la mode? C'est votre première écoute ou vous faites déjà partie des habitués? Déjà, merci. Et si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à noter ou laisser un avis. Ça m'encouragera à vous partager toujours plus de culture de mode. Aujourd'hui, je retrouve Audrey Millet, historienne de la mode, pour discuter autour d'un objet. On a choisi un objet qui symboliserait presque notre génération, la sneaker. Si contemporaine, mais est-elle si nouvelle dans notre vestiaire? Pourquoi est-elle si commune aujourd'hui? Valent-elles toutes la même chose? Habillés, habilleurs, je vous souhaite donc une bonne écoute. Ça dit, on peut partir sur déjà ce constat social, c'est que la basket, là maintenant, aujourd'hui, tout le monde la porte. On croit que c'est l'objet d'aujourd'hui, c'est l'objet de notre génération, mais en fait, ça viendrait, du coup, comme tu disais, de bien plus longtemps. Et, donc, quelle est l'origine de cette fameuse basket sneakers déjà Alors déjà, la basket, quel est son but? En fait, c'est une chaussure fermée, mm, déjà, tout simplement. Et elles ont une utilité particulière, ces chaussures fermées, c'est de protéger les pieds sur les terrains accidentés, durant des jeux de combat ou durant la chasse. Et si on recherche notre première paire donc, de ce qu'on appelle basket, mais en fait, basket, ça signifie panier, hein, et ouais. ça a un rapport avec le basketball. Donc normalement, ça s'appelle sneaker. Si on recherche la première, et là, on revient, on fait un bond en arrière de fou furieux, on arrive en Mésopotamie, vers 1600-1200 avant notre ère, donc chez les habitants des montagnes de Mésopotamie, qui portent des chaussures fermées et souples. En fait, ça ressemble à des mocassins. Elles sont fabriquées en écorce, en peau, en ficelle, avec des aiguilles en os et des couteaux en pierre. Ça permet de protéger le pied avec une sangle. Donc, ce sont les premières, on va dire baskets pour se simplifier la vie, Ouais. parce qu'elles sont fermées, qu'elles recherchent la performance lors d'une situation particulière. Ouais, parce que, et justement, je rebondis sur cette enfin, sur cette origine, c'est que déjà, on ne sait même pas si en français, basket, sneakers, il y a les deux côtés. Mais donc, basket, tu disais bien que ça venait du monde du sport, ça a été confirmé par le monde du sport. Mais on peut revenir, je sais qu'on en a parlé dans l'épisode de la sandale, mais ce que ça veut dire vraiment sneakers, et sneakers, c'est un mot anglais, parce que du coup, on n'a vraiment pas de mot français là-dessus. Non. Chaussure souple, on pourrait dire, mais sneakers qui vient de sneak et qui vient justement, qui veut dire sans bruit. Et tu parlais de performance. Donc vraiment, c'est une basket dans le sens propre et originel du terme de performance pour chasser en silence, pour euh, tu parlais de montagne aussi, ben, pour pas faire de bruit du coup sur les rochers, sur On peut se ouais, faire mal, c'est pour ça qu'elle est fermée. Donc, mm, sneak, c'est se faufiler. mm, mm, Mais sneak, c'est, en fait, on l'a appelé sneaker, c'est à partir du 19e, hein, lorsqu'on a eu ce caoutchouc vulcanisé. mm. Donc, et c'est vrai que quand on marche quand même avec une chaussure, avec une semelle en caoutchouc, on fait moins de bruit qu'avec une semelle en bois. Et on dit également que les voleurs ont de suite acheté des sneakers pour se faufiler plus rapidement, mais ça vient de la légende. Mais ça rappelle également, donc sneak, le côté sournois Mm. des basketteurs, du baseball. Voilà, le type qui va se faufiler pour gagner. Ouais. Ok, et du coup, donc si on en revient à 1500, 1000, t'as dit 1500, c'est ça? Ouais, 1600, 1002. Bah, sur la datation, à l'époque, on n'est pas à Oui, fond. un peu large. Mais, donc ça restait quand même une chaussure fermée, donc, mais par contre une semelle assez souple. Est-ce que c'était en toile? C'était en... Alors, écorce, voilà. Ok, Plutôt de l'écorce, voilà. ok. Ah oui, sûrement en aggloméré. L'arbre, ouais. Et... Ok. D'accord. Et en fait, donc ça, c'était vraiment dans cette idée de chasse et tout ça, c'était dans une action spécifique. C'est une chaussure vraiment ouais, spécifique, à une activité spécifique. Qui protège le pied. Ça peut être pour le combat aussi. C'est quand même mieux d'aller se battre
Ouais. en chaussures fermées qu'en sandalettes, quoi. C'est sûr. Le massage, il allait pas être utile. Et, et suite à ça, quand est-ce qu'on la retrouve? Puisqu'elle a eu une belle évolution sûrement, puisqu'il y avait un confort certain. En fait, on la retrouve pas parce que là, c'est vraiment un artefact archéologique tout à fait exceptionnel. Mm. Donc on sait que, mais c'est juste de la logique. Il faut pas croire que le type en Mésopotamie en moins 1500, c'est un débile et qu'il n'allait pas se protéger le pied s'il en avait besoin. Enfin, juste à un moment, on n'y était pas, mais ça relève du bon sens, hein. Il ne tenait pas spécialement à se faire mal sur les cailloux. Ensuite, on la retrouve plus parce que on a des problèmes d'artefacts et de conservation. Mais alors, il paraît qu'Henri VIII d'Angleterre, celui qui découpe toutes ses femmes, en gros, hein, voilà, Anne Boleyn et toute la clique, il aurait réclamé une chaussure spéciale, un modèle plus athlétique, parce qu'il avait pris de l'embonpoint. Donc, si vous voyez ces dernières peintures, ces derniers portraits, bon, c'est plus le bel homme des Tudors, hein, dans la série, il est un petit peu grossi, le monsieur. Et il voulait reprendre le jeu de paume, il voulait retrouver sa seconde jeunesse. Mm. Et donc, il demande à son chausseur de lui faire une chaussure qui maintiendra correctement son pied, et il lui réclame 6 paires à fond de feutre, donc confortable. Hop, en fait, ce qu'il veut, c'est un peu, j'exagère, c'est un peu le début de la Air Max. Il veut un fond en feutre pour que cela tienne bien son pied et que ça moule, en fait, que le pied se moule. C'est bien presque la Birkenstock avant. C'est ça. Mais c'est pas le liège, par contre, c'est quand même beaucoup plus souple, cette semelle. Ouais. Je pense que c'était au-dessus, en fait. Ouais. Mm. Et déjà, c'est aéré, c'est plus souple. Le pied peut, il y a un certain rebondi. Tu parles de Air Max, mais je sais pas du tout l'épaisseur qu'il y avait cette semelle en laine. Enfin, mais On l'a pas, hein. et- Voilà, on n'a pas la chaussure. Mais apparemment, il l'aurait demandé, voilà. ouais, mais Ah, c'est super. ah ouais. Et, Bon, euh, on n'est pas roi pour rien. et ça me fait penser déjà, je sais plus si on en avait déjà parlé, mais est-ce que c'est à cette époque-là qu'on commence aussi, enfin que les chausseurs commencent à différencier aussi par sens de confort la gauche et la droite? Non, c'est pas encore. Non, non. Ah ouais, Ouais, d'accord. c'est pas. Donc là, déjà, on est que sur la longueur du pied, on n'est pas encore sur les différences. Bah, là, c'est du sur-mesure de fait, quoi. Mais on est surtout dans c'est ça qui est important, c'est la recherche de confort, de Ouais. légèreté. Donc, dans un but, hein, parce on fait tous des trucs enfin, voilà, dans un but précis. On recherche du confort, on recherche une chaussure légère avec une semelle extérieure fonctionnelle, dans le but d'accroître une performance durant l'exercice, finalement, durant un exercice physique. Hmm. C'est une chaussure athlétique. Ouais. Et est-ce que la fermeture restait un système de lassage comme la sandale? On ne sait pas parce qu'on ne l'a pas. Ouais. Mais techniquement, ça peut être que du lassage, Ouais. parce qu'il n'y a pas de fermeture, hein. Ça pourrait être du crochet, mais je ne pourrais pas dire dans quel. Et il y a peu de chances quand même que ce soit des boutons, hein, surtout à l'époque, hein. Ouais, le bouton, c'est trop complexe. Et lacet, oui, oui, lacet tout à fait possible. Voilà, une Noué, sangle, ouais, ouais, absolument. fermé, noué. Ouais. Et ouais, parce que je me questionnais là-dessus parce que je me disais, ben, c'est vraiment quelque chose qui n'a absolument pas évolué et qui est resté en fait, le lassage du coup sur cette basket. C'est intéressant. Ben, Enfin, maintenant, elle se scratch. oui, Il y en a aussi avec des fermetures. ouais, Alors, les fermetures, je pense que ça peut être euh, très bien, hein, très souple, mais positionné sur le côté, il y en a, hein. ouais, ouais. Mais on est resté c'est vrai, dans ce lassage, ce qui à la fois, lorsque vous avez les pieds plus ou moins, voilà, ils peuvent grossir aussi l'été avec la chaleur. Bon, c'est quand même une solution ouais, presque sur mesure. Ouais, mais c'est toujours dans cette idée athlétique de chaussures performantes dans le De sens où confort, ouais. s'adapter aussi ben, justement à ce pied. Ça va protéger et s'adapter
parce que c'est pas juste qu'elle est fermée en fermante, elle va aussi être assez souple et ça, en fait, l'évolution de ce produit va être très liée sûrement à l'innovation technique, technologique, textile, enfin, pas textile seulement, mais matière, quoi. Mais en fait, voilà, en fait, on a vraiment la basket, enfin la sneaker, la basket qu'on connaît, c'est le pur produit. Et là, historiquement, politiquement, vous allez voir, au niveau des sciences et des techniques, c'est le pur produit de la révolution industrielle, Mm. de l'industrialisation, de la seconde industrialisation de la fin du 19e. C'est-à-dire qu'on fait étudier aux enfants la machine à vapeur, le métier à tisser, de temps en temps, mais donnez-leur la basket, là, ils vont tout comprendre. Ils vont comprendre l'intérêt. Et en fait, ça part d'une décision politique. En 1870, Samuel Plimsoll, qui est un homme politique britannique, est soucieux du bien-être de ses marins. On est en pleine mondialisation. Les Britanniques ont largement, on est en 1870, bien colonisé une grosse partie du monde. Et en fait, cet homme-là, il va mettre en place la ligne de flottaison internationale qui limite la charge des navires. Donc là, il faut imaginer un bateau et il y a une ligne de flottaison. Si tu charges trop, la ligne de flottaison est en dessous de l'eau, tu peux couler. Donc en fait, tout simplement pour les bateaux. Et ce terme Plimsoll, donc le nom de ce monsieur, est adopté par l'industrie de la mode en référence à la ligne de flottaison du pied qui va correspondre à la ligne en caoutchouc, en fait, à la semelle en caoutchouc. Donc, la ligne de flottaison du bateau, de Plimsoll, en fait, elle prend le nom de la ligne de la semelle, de la flottaison de l'homme. D'accord, donc ce serait la ligne qui sépare la semelle de la chaussure, de Absolument. la chausse. Enfin, ouais. Ah ouais, d'accord. Et, Flintstone. ouais. Et là, on a une semelle en caoutchouc, donc collée sur la chaussure. Immédiatement, les classes sociales les moins aisées vont adorer cette chaussure hyper confortable. Ouais. C'est un succès immédiat. C'est vraiment, il y a eu des produits comme ça dans l'histoire de l'industrie de la mode, du vêtement, qui ont fonctionné, et celui-là, il n'y a rien à dire. La popularité va gagner en fait les États-Unis très très rapidement, et c'est là qu'on va la nommer sneaker. Mais parce que c'est en quelque sorte, maintenant avec le recul, c'est normal que ce soit la population qui se soit saisie parce que c'est eux qui sont dans la performance, c'est eux les ouvriers, c'est eux les Ouais. dans l'action. Tout le monde politique, eux, sont statiques. Et donc, C'est pour ça qu'on peut tout à fait comprendre aujourd'hui que des travailleurs apprécient particulièrement les baskets, quoi. Parce que c'est confortable. C'est confortable. Beaucoup plus qu'une chaussure en cuir. Et combien de fois on a vu des gens arriver avec des mariages en disant « c'est les chaussures que je porte à chaque mariage, quoi. Je les sors jamais, j'ai trop mal aux pieds. » Sur ces chaussures, on est figé, et alors que cette basket, enfin cette sneakers, elle est souple, elle permet de gagner en qualité de production après avec les mains, en tant qu'ouvrier. Notre tête, elle est concentrée à... Toujours les pieds, toujours ces pieds qui tiennent notre corps. C'est ça, notre fondement, en fait, les fondements sont acquis, on n'a plus à y penser, et maintenant on pense juste performance, action, activité, quoi. Déjà, on oublie le mal. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on est déjà sans ce mal. Et en fait, on a réussi à faire cette merveilleuse chaussure grâce à l'utilisation du caoutchouc vulcanisé qui offre de la souplesse et du confort. Donc, les Mayas connaissaient déjà le caoutchouc, qui est un produit de l'EVA, mais avec le système de la vulcanisation, avec le processus de la vulcanisation, il ne va pas donc casser et il ne va pas non plus se figer. Alors, deuxième point,
Donc, on fait la semelle, mais on se dit, oh là là, pour que la chaussure dure plus longtemps, on va rajouter un petit bout de caoutchouc au bout. Chose qu'on retrouve largement dans plein de marques aujourd'hui. Donc, au niveau des orteils, pour quelle raison? Pour que ces baskets, ces sneakers, voilà, comme on veut, durent plus longtemps, pour ne pas trouer la toile et donc, quand on a un petit bout de caoutchouc au bout, ça permet en fait d'augmenter la stabilité du corps pendant certains sports, et notamment là, ce qu'on pratiquait pas mal, c'est le tennis. Tennis et running, puis là on le voit hein, sur les chaussures de running, je crois que j'en parlais dans l'autre épisode, mais que le pied s'allonge dans la marche et donc dans la performance, c'est normal et du coup il y a une usure du bout de la chaussure Oui. énorme. Et donc plus elle se spécialise dans une activité performante, plus l'usure est rapide. Voilà. Ouais. Alors, on a la semelle qui va se complexifier un petit peu, c'est-à-dire qu'on ne va plus la faire d'un trait, voilà, d'une seule forme. On va encastrer en fait des chevrons de caoutchouc. Comme ça facilitera les mouvements du pied et ça amortira la charge. Donc là, on est en 1900. Et en 1900, les athlètes portent des sneakers aux Jeux Olympiques de Paris, tout comme Robert Falcon lors de son expédition en Arctique, entre 1901 et 1904. Ça gagne le secteur de la navigation parce que ça permet de ne pas glisser sur un pont mouillé. Et ça gagne également l'armée et les écoles s'en apparent pour les cours de gymnastique, notamment les collèges anglais et américains. Ouais. Donc là, on a déjà convaincu vachement de monde. Mais il n'y a pas que la semelle en caoutchouc. La semelle en caoutchouc, ça permet de porter le pied, mais en fait, la basket, la sneaker, c'est vraiment un produit technique au niveau du textile. Alors, même si là, on n'a pas des textiles totalement high-tech, il faut coudre des morceaux de tissu très petits qui vont épouser la forme d'un pied. Et un pied, c'est compliqué, hein, il y a plein de petits os, c'est pas un cylindre comme ça. Hein. Donc, il va falloir la machine à coudre. Parce qu'en fait, au début, ça reste assez cher parce qu'on coud encore à la main et c'est une couture qui est fastidieuse et qui est longue. Donc, la machine à coudre, elle est brevetée en 1845 par Elias Hove. 6 ans plus tard, Isaac Singer la modifie et il monte une entreprise de machines à coudre qui, en fait, va prospérer grâce aux vêtements à domicile, ce genre de choses. Mais ce n'est pas de suite, hein, c'est avec le perfectionnement des machines à coudre qu'en fait, on va réussir spécifiquement à en créer une pour la basket. Oui, parce que le pied n'est pas le même. Voilà. L'épaisseur, parce que la machine à coudre, on a en tête c'est à plat, alors que là, il nous faut avoir de la mobilité autour du pied presseur et faire des sphères en quelque sorte. Ouais. Alors voilà, ça tourne. Hein. Voilà, c'est un pied, ça tourne complètement, c'est ça. Donc, il faut l'association d'une entreprise. En fait, c'est un des employés de Singer qui se dit « Oh là là, il y a un truc à faire ». Et il va s'associer avec une entreprise de cordonnerie et créer donc ces fameuses machines à coudre. Alors, on a toujours un petit problème, on a toujours des problèmes de petites pièces, mais petit à petit, vraiment, c'est des perfectionnements. Hein. De toute façon, on n'invente pas un truc, ça fait pas boum. Hein. Il n'y a pas un mec qui débarque et qui change the world. Hein. C'est pas du tout comme ça. C'est tous ces perfectionnements, tous ces brevets de perfectionnement, en fait, qui vont permettre notre basket. Ouais. Et puis, ça, c'est en lien aussi avec la nature même le contexte même de cette chaussure, d'utilisation de cette chaussure. Elle est pour de la performance. Le monde change, les sociétés changent, nos activités du quotidien et nos obligations quotidiennes changent. Donc, on, on, on est obligé d'innover constamment sur ces chaussures. Et en plus, même au sein même, du coup, elles ont toute cette innovation technologique, elle a créé des sous-catégories de basket même. Donc la basket de sport, la basket du quotidien. Aujourd'hui, la basket, on la voit partout.
Mais quand je vois qu'on peut porter une basket avec une jupe crayon, on va pas faire un running. Elles sont pas faites pour, mais c'est une esthétique de sneakers. Ouais, ouais. C'est la basket, c'est sans doute le produit en chaussures hein, Mm. qui discute le plus avec des sphères différentes, clairement. Depuis toujours, depuis toujours. Et alors ça, là, on est donc tout au début du XXe siècle. Et là, on va avoir le grand coup qui va, j'ai envie de dire, sonner les cloches pour tout le XXe siècle. C'est la mise en place du marketing. Alors, comment ça se passe pour notre sneaker? Il nous faut une bonne entreprise bien connue qui fonctionne. OK. Alors là, on va opter pour Dunlop. Yes. Ouais, les pneus, là, le truc. Rien que de dire le mot, je sens l'odeur du pneu. Alors, prenez-nous Dunlop pour l'entreprise, donc pour le caoutchouc. Prenez-nous un marquis, donc le marquis de Converse, qui est un vrai marquis, enfin, un homme de la haute, quoi. Et prenez-nous une superstar. Moi je dis Chuck Taylor. Ouais. Voilà. Faites-lui faire une tournée aux États-Unis en 1920. Ouais. Et là, vous avez l'entreprise de produits de matières premières. Vous avez l'usine de fabrication avec le marquis. Et ensuite, vous avez la superstar et vous avez un succès, la Converse, Chuck. Et donc, il signe même ses chaussures, mais on est en 1921. Wow. Ouais, non, c'est dingue. Et ça n'a pas changé maintenant, depuis la basket fonctionne, communique comme ça en fait. Oui, parce que ça fonctionne. Le marketing repose à la fois sur les technologies. Moi, je te vends de la bonne, hein, c'est ça le truc. Et un marché hyper compétitif qui est en fait stimulé par quelqu'un en qui tu as confiance. Une image. Et tu as évidemment confiance en Rihanna. C'est le premier truc que tu te dis quand tu la vois. On la connaît si bien. Bon, ensuite, on a quand même d'autres boîtes qui arrivent, c'est-à-dire Reebok notamment. Alors Reebok, lui, eux, vont développer les pointes. Donc là, on est dans le sport pur. Parce qu'on se dit, c'est vachement pratique, comment je vais faire pour performer encore? Donc, les pointes, c'est pour accrocher la piste d'athlée. Et en 1933, on a la collection Green Flash qui connaît un très très grand succès chez les joueurs de tennis. L'année suivante, donc en 1934, un type qui gagne tout simplement 3 grands chelems va populariser ce modèle et c'est Fred Perry. Ah yes, bah oui. Donc la fameuse marque Fred Perry. En gros, la sneaker, c'est confort, bien-être, marketing, parce que vu qu'il y en a de plus en plus, ensuite on va avoir, il y aura une guerre Adidas, Puma. Ensuite, c'est surtout comment je fais pour me différencier du voisin. Ouais. Et comment, du coup, c'est à chaque fois, c'est sur ces 3 plans-là. C'est sur la technologie, c'est sur celui qui va incarner ma technologie, et, et puis le. Il faut une boîte de confiance ensuite, Voilà. celui qui fabrique. Et Nike avait vachement perdu, parce qu'on le sait, Nike, c'est de la basket technologie. On ne peut pas dire le contraire, hein, qu'on n'aime pas. Il y a de la recherche et du développement. Mais avait vachement perdu de part de marché le jour où on s'est rendu compte que les petits enfants, on les faisait travailler des heures et des heures dans des conditions pas possibles. Bref, ça a joué. Ça a joué. Il suffisait plus, ça suffisait plus, donc c'est après que c'est arrivé, hein, d'avoir un beau slogan. Ouais, non, c'est vrai. Donc, si vous voulez faire marcher votre boîte, hein, C'est ces 3 aspects-là. Et ouais, non, mais et puis tu parles de Nike d'ailleurs, ça me fait penser à de nouveau, enfin, Just Do It, il exprime vraiment que c'est dans l'action, c'est une chaussure d'action. Et je fais un pas
dans Retour vers le futur, non pas dans le futur, mais tu as entendu parler aussi de cette fameuse basket de Marty McFly Ah euh, oui, qu'ils ont fait donc c'était quand mince l'année dernière, il y a 3 ans. oh, Et toute cette technologie, parce qu'en fait, c'était le retour dans le futur où il se retrouvait dans les années 2000. Je suis désolée pour les fans, je ne sais plus les dates exactes, mais dans les années 2000, avec cette chaussure enfin, blindée de technologie et tout ça. Et ils ont essayé de la faire, en fait, de la fabriquer. Et ça, c'était super intéressant. Et ils l'ont enfin vendue, enfin pas vendue, mais faite. Et c'est une sneakers qui vaut 10 000 $. bah oui, moi ça me. Voilà quoi. C'est- Non, non, mais Bah, c'est pas choquant pour nous qui connaissons. Voilà, mais tu te dis, ah non, moi je trouve que c'est une honte. bah, Enfin, voilà. Je veux dire, oui, c'est une basket, quoi. Enfin, je veux dire, on peut être fan, tout ça, machin, justement. Quand on a des fans, on les aime. ouais. Non, non, je pense que là, il faut. Mais c'est comme le retour de la Stan Smith. Mm, Je sais que dans certains établissements, dans certains pensionnats en France, dans les années, au début des années 90, mm. euh, les élèves portaient un jean et des Stan Smith. Ouais. Et moi, quand j'ai revu les Stan Smith arriver, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est le besoin d'appartenir, c'est sûr, c'était l'appartenance. Puis la valeur en fait d'une basket et d'une sneaker. Je ne sais pas combien vaut une Stan Smith, mais entre 90 et 120 balles, vu la différence, enfin, je veux dire, la recherche, on ne peut pas me dire que c'est la recherche et le développement Non, non, c'est qui sûr. joue. Et juste, je veux juste qu'on ne m'arnaque pas. Ouais, c'est ça. C'est tout. D'ailleurs, justement, là-dessus, on parlait prix et sur l'arnaque et tout ça, et toute cette innovation technologique en même temps, puis l'image de marque. Euh, Aujourd'hui, maintenant, toutes ces marques qui faisaient à la base, qui sont nées à la base pour fabriquer et innover la chaussure de manière technologique pour la performance, elles se retrouvent à faire des chaussures, des sneakers pour le quotidien. Et en fait, on, on a on pourrait croire avoir deux manières de chiffrer un prix, de se dire, bon, bah, il y a la recherche et développement pour l'aspect technologique, tout ça, quand je vais acheter ma paire de Nike pour aller courir. Bien Mais sûr. il y a aussi la valeur qu'on met dedans. La Stan Smith, en soi, elle coûte rien. Je vais dire, j'ai fait un test la deuxième fois que je suis allée en Chine. On nous a dit qu'il faut absolument passer au marché qui est dans les galeries de métro. Et en fait, c'est tout du fake, en fait. Et on s'est retrouvés dans un magasin de sneakers. Et j'ai dit, eh ben, je voulais m'acheter des Adidas depuis un petit moment. Je crois que je vais faire un test. Je vais m'acheter ça ici. Bon, je vais négocier. Et puis, je vais voir combien de temps elle dure. Et donc, mon frère s'est acheté des Stan Smith, des vrais. Moi, je me suis acheté des, mince. Bref, je sais plus la série. Et pour l'équivalent. Gazelle. Comment? Des gazelles. Ouais, exactement. Merci, je trouvais plus. Et pour exactement l'équivalent de 12 €. Mm. Euh, et concrètement, alors les Stan Smith, elles ont duré à peine un mois. Mon frère, il les a portées tout le long. Chaque jour, elles sont mortes en 2 minutes. Mais on aurait dit vraiment des vraies. Tout était là. Parce qu'il y a des détails. Voilà. Moi, elles ont duré un petit peu plus longtemps, mais concrètement, elles valaient le prix d'une vraie, enfin, que j'allais pouvoir acheter ici, en France. Euh, et donc, où va l'argent? Parce qu'en général, Ah, mais l'argent va dans les pubs. exactement, elles coûtent en général une centaine d'euros. Et je me suis questionnée là-dessus. Et la pub dans la sneakers, c'est un truc. Le truc, c'est qu'en fait, c'est aujourd'hui, surtout avec Internet, tout ça, on l'utilise nous-mêmes. Hein, mais il y Ouais, a tellement de compétition, il y a tellement de mecs qui veulent sortir en fait, le même type de produit. ouais, Soit tu innoves un max, tu es vraiment au top, mais tu as aussi la pub, mais tu as aussi les points de vente au détail
Donc tout ce truc de fast fashion, là, clairement, c'est ce dont on est en train de parler. Mm. Soit tu es mort. Mhm. Il suffit pas d'innover. Et ensuite, les baskets, ça va aussi dépendre, alors, de ce que j'ai compris, Ouais. d'après des études, de la forme du pied. Mm. Il y a des gens, selon les modèles, selon les marques, les pieds vont abîmer beaucoup plus tel modèle. Voilà. Ouais. Donc, mais ensuite, c'est clairement, qu'est-ce qu'on achète? Je veux dire, c'est du caoutchouc. Il doit encore y avoir des baskets en cuir. Mm. Hein, enfin, high hop, J'espère aussi. c'est du caoutchouc, c'est fait à la chaîne, Ouais. c'est fait dans des pays où on exploite la main-d'œuvre salariale. Ouais, bah oui. En fait, on paye le logo C'est ça. parce que le prix, en fait, enfin, la qualité n'intéresse pas tant que ça, malheureusement, le consommateur. Puis, bon, c'est pas totalement de la faute du consommateur. Il n'est pas non plus. C'est pas à lui de chercher pour avoir la bonne info. Hein. À un moment, tu vas dans une boulangerie, tu achètes un pain au chocolat ou une chocolatine, comme vous voulez. On ne te file pas un croissant, quoi. C'est ça. Mais après, ça, c'est parce que le problème, c'est que maintenant, la sneaker, c'est devenu un marché tellement énorme que tout le monde veut en faire et qu'en fait, on, on est obligé d'en produire rapidement et de communiquer fortement. Et donc, j'ai vu une petite étude qui disait que, en gros, sur le prix d'une chaussure, 30% va à la communication d'image de marque, 50% à la distribution et les derniers 20% sont distribués entre les sous-traitants, les fabricants, l'achat de matières premières, les taxes et les transports. Je crois que la com, c'est plus. Ouais, moi aussi j'étais surprise de ça et il me semblait que c'était bien plus aussi. Mais en tout cas, ce qui est le reste le plus choquant, le 20% où tu dis le minimum euh, euh, est dédié à ce qui est le plus important normalement dans une chaussure de confort où vraiment on ne devrait pas transpirer, où on ne devrait pas choper des saletés entre les orteils. En fait, le problème, c'est qu'on achète un produit, mais on n'achète plus un produit. On achète une image, une aura, un contexte, un changement. Parce que là, on parle d'une basket, enfin, on parle d'une seule chaussure. Mais en fait, vu qu'on va t'expliquer que là, c'était les paillettes rose-or qui sont à la mode et qu'en fait, cet été, ça va être le pastel. Enfin, mais entre deux, de toute façon, tu vas avoir du noir parce qu'il te faut une paire noire. C'est ça. Enfin, tu vois, pour aller avec tout. Et si tu peux en avoir une blanche, ça claque aussi. En ce moment, c'est Non, mais le problème, c'est la collecte, quoi. Et je pense que de nombreux stylistes sont sous pression aussi parce que de temps en temps, il faut en parler, quoi. Ils sont sous pression pour produire, designer comme ça, là, tout le temps, tout le temps. Et il faut que tu aies une idée de génie, là, toutes les 10 minutes. Je ne suis pas persuadée loin de là, qu'ils soient d'accord pour recevoir autant de pression parce qu'ils sont très conscients souvent de faire de la merde. Mais c'est leur job aussi, non pas de faire de la merde, mais on comprend bien, ils ont un salaire, ils veulent garder leur job. Attendez, ça c'est logique. Mais en fait, ça met sous pression la création et ça c'est terrible. Ça c'est terrible parce que si en plus vous avez plus du produit nickel, il n'y a même plus d'âme. Mais ça montre vraiment cette problématique temps, parce que dans les trois piliers dont on a parlé tout à l'heure, entre la recherche et le développement, et puis l'utilisation, enfin l'utilisateur, il faut du temps pour avoir confiance dans ce produit, pour l'innover, pour comprendre son histoire et tout ça. Et en fait, il n'y en a plus. Et ça, Le temps, il est compressé. Il est c'est compressé où? Il est compressé, il vous envoie des rayons laser dans l'œil. Il est compressé sur les publicités dans le métro, sur les publicités sur Internet, le temps est compressé sur des affiches publicitaires. Et on le voit très bien, puisque avec cette tendance qu'il y a eu depuis l'année dernière avec cette fameuse sneakers blanche,
Avant, elle était rare et maintenant, toutes les marques et même les marques de prêt-à-porter vêtements proposent leurs sneakers. Ah Mais oui, tout le monde a sa sneakers basse, blanche. Ouais. d'où vient le caoutchouc, d'où viennent les matériaux. Et puis, c'est vraiment un produit hyper complexe à produire et hyper complexe aussi à détruire. Parce que toutes ces chaussures, où est-ce qu'elles vont? Et j'étais au salon Impact, la première édition l'année dernière en septembre, et j'ai rencontré plusieurs marques et plusieurs bureaux d'études qui recherchaient aussi sur cette question de recyclage de la chaussure, recyclage surtout de la basket. Et, exactement. Attends, je vais prendre en photo. Vas-y, Je l'ai fait comme ça. Hein. Attends. Hop. Attends, je peux lui faire des écailles parce que là, il ne me plaît pas du tout, mon poisson. C'est le poisson. Ouais, ça va dans le ventre du poisson. Voilà. Ça va dans votre saumon. Il est où votre saumon? Ouais. Là, moi, actuellement, il est dans mon frigo. Bientôt, il sera dans mon estomac, mais je sais que j'aurai quelques capsules de Nike à l'intérieur. C'est ça. Ouais, non, c'est impressionnant. Mais je mettrai peut-être en lien sur le podcast, enfin sur la plateforme Encore, le bureau d'études que j'ai rencontré qui a développé justement une chaussure comme infinie. C'est-à-dire que de leurs propres chaussures, des chaussures qu'ils ont récupérées, des baskets, pardon, ils se sont dit, mais il faut qu'on construise une ligne de destruction, une ligne non pas de production, mais de destruction pour détruire toutes ces... Tu parlais au tout début que, par exemple, il y avait la semelle, ensuite il y a le tissu, ensuite il y a le lacet, ensuite il y a les œillets aussi. Après, il y a aussi cette fameuse petit bout de caoutchouc devant. Après, elle va se mettre sur le talon. Donc, il y a plein de pièces de plein de matériaux différents. Et donc, c'est impossible, limite, à détruire et à recycler. Et là, c'est la grosse innovation de la basket. Ça va pas être la création, mais savoir la détruire et la recycler pour en reproduire et qu'elle se fasse une ressource en quelque sorte, parce qu'il y en a tellement aujourd'hui que C'est comme les t-shirts. Hein, le problème de la sneaker, c'est le problème du t-shirt. le t-shirt, c'est un peu moins compliqué puisque de manière générale, il est à peu près c'est pas à peu près tout la même matière, mais c'est pas le même tissage. Bah, Et s'il y a des calcos, des trucs comme ça. voilà, s'il y a des impressions, c'est le seul Voilà. problème. Mais la basket, c'est vraiment Oui, complexe. oui. Et puis, autre ressource aussi, ça me fait penser il y a une série qui s'appelle Abstract, The Art of Design. The Art of Design, et il parle de différents designers, et dont un qui a travaillé sur la All-Star, je crois que c'était. Oui. Oui, il me semble Je que ne sais pas. Enfin, oui, oui. c'est celle-ci. Enfin bref, un designer hyper connu de chaussures, et il nous parle de l'histoire de la chaussure en partant de ASICS par exemple, Ouais. et jusqu'à aujourd'hui, et comment il pense la chaussure, toute la complexité que c'est de construire une basket donc performante comme on l'a dit jusqu'à maintenant, hein, pas une basket du quotidien. Et on en saisit la complexité aujourd'hui de la destruction de cette matière, de ce produit. Et ensuite, il y a une vraie différence entre la basket pour les athlètes Mm. et la technologie qui est investie dedans et ce que ça demande comme technicité, comme matériaux, enfin voilà, Ouais. comme investissement, recherche et développement et comme coût de matériaux. Et la basket de monsieur et madame tout le monde, tu ne peux pas la payer le même prix, là, il faut arrêter le délire. Ouais, c'est ça, parce que recherche et développement complètement différent. Mais d'où l'intérêt de savoir ce que c'est en fait, savoir ce qu'on porte et d'où ça vient, et que en fait, si on... Ça permet de faire ses choix. Ouais, voilà, de bien... Tu veux combien pour ta basket? Tu as l'intention d'en acheter combien dans l'année? Donc, tu es prêt à mettre combien? Ouais. Quel est à quoi ressemble ton sacrifice? Parce que ce soit 15 balles ou 100 balles, c'est un sacrifice dans tous les cas. C'est quelque chose qu'on ne met pas ailleurs. Voilà, ton sacrifice, il ressemble à quoi?
Ouais. Et après, c'est un sacrifice qui a des conséquences, quelles qu'ils soient. C'est que c'est un sacrifice peut-être au premier abord juste financier, mais si on ne donne pas, parfois, je ne vais pas faire cette généralité, mais parce que le gros prix ne veut pas dire obligatoirement Non. hein, bonne qualité, c'est que mais souvent à 15 euros, on peut avoir des vraies problématiques après de santé. La peau, c'est super fragile. Ah, c'est le fameux DMFU. Ensuite, c'est aussi combien de baskets tu achètes. Voilà. C'est vraiment la quantité. Hein. Actuellement, tout le monde ne peut pas acheter des trucs très chers. C'est évident. Et puis, tout ce qui est cher, voilà, Ouais. tout ce qui brille n'est pas or. Hein. Mais combien? Combien tu as l'intention d'avoir de t-shirts noirs col en V, quoi. Pour combien, et je reviens sur cette idée aussi, pour quelle raison est-ce que c'est une image de marque? Parce que concrètement, moi j'ai acheté des baskets Adidas à 12 balles au fin fond de la Chine et il y avait les flics qui se baladaient, c'était normal pour eux d'avoir ce marché. Mm. Et tu te dis, ben, tout le monde appréciait mes chaussures. Quand je suis revenue avec, Oui. c'était trop la tendance parce que c'était la gazelle revenait, c'était du vert pâle, donc c'était le top du top. Tout le monde les aimait et je disais, mais tu sais que c'est pas des vrais Adidas. Et là, ils étaient choqués parce que c'est en fait, je suis sûre que si c'était pas, s'il n'y avait pas eu l'image Adidas, Et c'est ça qui est intéressant dans la contrefaçon. On en parlera peut-être ouais, c'est un vrai. jour. Que la contrefaçon, elle est pas considérée de la même manière selon les pays, même en Europe. Celle en Italie, celle en France, c'est pas la même. Et puis ensuite, tu as l'image de la contrefaçon. C'est un truc énorme. Ouais, ouais, non, ce serait super Et intéressant. qui n'est pas si simple intellectuellement. Il ne faut pas dire blanc-noir. Hein. C'est Ah pas non, comme ça du tout que ça se passe. absolument pas. Mais ben, sur ce, on peut terminer cet épisode sur la sneakers, la basket, cette chaussure performante.